Bonjour, on va continuer à explorer les arcanes de la philosophie analytique. Bonjour. Aujourd'hui, on plonge vraiment aux racines, aux fondations de ce courant. Oui, on va parler des pionniers. Exactement. Comment des gens comme Frege et surtout Russell ont révolutionné la logique et même notre idée de ce qu'est une proposition. Tout à fait. On va essayer de décortiquer un peu ce fameux atomisme logique de Russell. C'est quand même une tentative assez folle de lier langage, logique et le monde, la réalité. Absolument. C'est vraiment une période charnière, là, au tournant du XXe siècle. Pour eux, Frege et Russell, la logique, ce n'est plus juste, disons, une boîte à outils pour bien raisonner. Non, c'est plus que ça. Ah oui. Ça devient une science fondamentale, celle qui décrit les lois les plus générales de la vérité, peut-être même la structure la plus profonde du monde. Russell disait la science du parfaitement général. Carrément. Et Frege, par exemple, lui, il rêvait d'une, une idéographie. Une idéographie. Oui, un langage logique parfait, tu vois, sans les ambiguïtés du langage ordinaire. Un langage qui reflèterait la structure même de la pensée rationnelle. D'accord. Et c'est là qu'il introduit sa distinction capitale. Le sens, le signe d'une expression. La pensée qu'elle exprime. Voilà, et sa référence, la bétédong, ce à quoi elle renvoie dans le monde. Ok. Et pour une phrase complète, une proposition, cette référence, c'est sa valeur de vérité. Le vrai ou le faux. Exactement. Le point clé chez Frege, c'est cette médiation. Il y a le mot, puis le sens, puis la référence. Faux. Mais alors, Russell, bon, il a été influencé par Frege, on le sait, mais il n'était pas tout à fait d'accord, n'est-ce pas? Non, et c'est un point, mais alors crucial. Russell, d'abord, il opère une rupture philosophique assez nette. Laquelle? Il rejette l'idéalisme qui dominait à l'époque. Cette idée que la réalité est fondamentalement mentale, quoi. Ah oui, d'accord. Et il affirme très fort que les relations entre les choses, tu vois, plus grand qu'eux, à côté d'eux, ces relations sont aussi réelles, aussi indépendantes de notre esprit que les choses elles-mêmes. Ce n'est pas juste dans notre tête. Non. Et ce réalisme, ça ouvre la voie à une conception complètement différente de la proposition. Ah. Comment ça? Pour Russell, une proposition, elle n'a pas ce sens frégéien qui serait distinct de la référence. C'est plus, imagine qu'elle est construite directement avec les bouts du monde dont elle parle. Attends, construite avec les choses. Oui. Les objets concrets, leurs qualités, les relations qui les lient. La proposition Socrate est sage, pour Russell, elle contiendrait, d'une certaine manière, Socrate lui-même et la qualité sagesse. C'est assez contre-intuitif, ça. Un lien beaucoup plus direct, alors. Beaucoup plus direct entre le langage et la réalité, oui. Mais alors, comment ça marche pour les phrases qui parlent de trucs qui n'existent pas? Le fameux exemple, l'actuel roi de France est chauve. Ah, voilà. Si la proposition a besoin du roi pour exister, et qu'il n'y a pas de roi, la proposition n'existe pas. Excellente question. Et c'est justement là qu'intervient sa théorie géniale des descriptions définies. D'accord. Ce n'était pas juste pour résoudre une petite énigme logique. Le but de Russell, c'était précisément de montrer comment une phrase comme ça peut avoir un sens et être fausse, sans qu'on ait besoin d'inventer un mystérieux roi de France actuel qui n'existe pas. Et comment il fait? L'analyse logique, selon lui, révèle une structure cachée, bien plus complexe. Non. La phrase ne nomme pas directement un roi inexistant. Non. En gros, elle dit « Il existe un individu, et un seul, qui est actuellement roi de France, et cet individu est chauve. » Ah, d'accord, c'est une conjonction. Exactement. Et comme la première partie, il existe un et un seul roi, est fausse, Toute la phrase est fausse. voilà. Le point essentiel, c'est que le sens ne dépend pas forcément de nommer directement un objet. L'analyse logique décompose ça. Je vois, l'analyse logique qui révèle la vraie forme sous la surface. Et ce travail de décomposition, cette recherche des éléments de base et de leur structure logique, c'est ça le cœur de l'atomisme logique. C'est exactement ça. Une sorte de Lego de la réalité, avec le langage qui reflète les briques. L'analogie des briques ou du Lego, elle est très bonne, oui. L'atomisme logique, c'est cette thèse. Le monde est fait, au fond, de faits atomiques. Des faits simples. Oui, simple, indépendant. Par exemple, ceci est rouge. Et un langage idéal, un langage parfait logiquement, Débarrassé des ambiguïtés. voilà. Il reflèterait parfaitement cette structure atomique du monde. Les composants ultimes de ce langage seraient des noms propres logiques Qui nomme quoi? qui désignent directement les objets les plus simples de la réalité. Et la combinaison de ces noms forme des propositions atomiques Qui correspondent aux faits atomiques. directement. Et la logique, elle fournit la syntaxe, le ciment, pour assembler ces briques. C'est l'idée d'une correspondance parfaite, un isomorphisme entre le langage bien analysé et le monde. Fascinant. Et Wittgenstein, alors? L'élève de Russell. Il a poussé ça encore plus loin dans son Tractatus, non?
Alors oui, il a repris l'idée, mais en la transformant quand même profondément. Il n'a pas juste perfectionné le modèle. Pas seulement. Il partage l'idée maîtresse. Les propositions sont des images, des builders, logiques, des faits. Ça, oui. Les noms de la proposition tiennent lieu des objets dans le fait. Comme chez Russell, sans le sens de Frege. Exactement. Sur ce point, il est d'accord avec Russell contre Frege. Mais là où il va plus loin, c'est sur le statut de la logique elle-même. C'est-à-dire, Pour Wittgenstein, les connecteurs logiques, et ou non tous. le ciment. Oui, le ciment logique, pour Wittgenstein, ce ciment ne représente rien dans le monde. Ah bon? Même pas des objets logiques abstraits? Non. Contrairement à ce que pensaient encore un peu Frege et Russell, ces connecteurs logiques ne font pas partie de l'image, du contenu de la proposition. Alors ils font quoi? Ils montrent la structure logique de l'image, la façon dont elle est construite. Mais ils ne désignent rien. C'est une distinction subtile, mais vraiment fondamentale. La logique se montre, elle ne se dit pas. Voilà, en quelque sorte. La logique, c'est la structure qui permet de représenter, mais elle n'est pas elle-même représentée dans la proposition. C'est vertigineux. On voit bien comment toute cette entreprise intellectuelle, là, au début du XXe siècle, visait à sonder les fondations de notre pensée, de notre langage. Comment on arrive à parler du monde et à dire des choses vraies. Oui, c'était une quête de clarté absolue. Et cette analyse rigoureuse du langage et de la logique, c'était l'outil principal. L'atomisme logique, c'est vraiment une étape clé dans cette quête. Une tentative radicale de cartographier la structure du monde via celle du langage. Tout à fait, et ces débats intenses sur la nature des propositions, le rôle exact de la logique, ce lien entre nos mots et les faits, sont vraiment au cœur, à la naissance même de la philosophie analytique. Ils continuent d'ailleurs d'influencer la pensée aujourd'hui. C'est clair. Mais ça laisse une question un peu en suspens, non? Ah oui. Laquelle? Si notre logique et notre langage, même si on les imagine parfaits, idéalisés, sont censés capturer la structure fondamentale du monde, comment on peut être absolument certain que cette capture est fidèle? Qu'il y a vraiment une adéquation parfaite entre les deux? C'est une excellente question. Et une question qui traverse toute l'histoire de la philosophie analytique, en fait. On y reviendra peut-être. En attendant, merci pour cet éclairage. Avec plaisir. À bientôt pour de nouvelles aventures au sein de la philosophie analytique.